Le fait politico-juridique à la cime de l'actualité de cette semaine nous préoccupe ce matin dans votre émission hebdomadaire Zone Franche sur Canal 3 Bénin. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous comme à votre habitude. Le juge constitutionnel béninois déclare conforme à la Constitution, et ce, dans toutes ses dispositions, le code électoral tel qu'amendé par la représentation nationale dans la nuit du 5 au 6 mars dernier, dans la DCC 24-040 du 14 mars dernier, la Cour renvoie les députés requérants de l'opposition au travail pour atteindre les seuils nouveaux fixés dans cette loi, en ne reprochant au texte aucune violation de la Constitution ou même de l'esprit de la loi fondamentale. C'est une fraude bien orchestrée selon le parti Les Démocrates qui dénonce toujours une loi chrysogène. La plateforme électorale de la société civile reste inquiète. Que comprendre de cette décision de la plus haute juridiction de l'État en matière de contrôle de constitutionnalité des lois et de régulation du bon fonctionnement des institutions, celle-là même qui est garante des droits fondamentaux de la personne humaine. On en parle, Franck Aoulé et moi, avec notre invité ce dimanche. Bonjour Franck. Bonjour William Cliquant, Dr Jacques Richard Kodjo, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes notre invité ce matin sur Zone Franche, ce numéro qui va s'articuler autour de deux axes de discussion. Nous tenterons de comprendre le contenu de la décision des 7 sages de la Cour constitutionnelle. William le disait il y a un instant, les implications politiques d'un code modifié validé par la Cour, le jugeant de conforme à la Constitution. Ce sera le second axe de discussion. L'exercice, c'est bien de permettre aux uns et aux autres d'avoir une idée claire de ce à quoi doivent s'attendre les acteurs politiques de notre pays et même ce à quoi doivent s'attendre les populations qui sont, ma foi, des acteurs non moins importants de l'activité politique. C'est pourquoi j'ai envie de vous poser une toute première question de la décision de la Cour. Qu'est-ce que vous y avez compris de façon générale avant que nous n'allions, disons, peut-être point par point? Merci. Merci à vous, M. Ounou et M. Cliquant. C'est un honneur toujours d'être invité dans les locaux de cette chaîne qui travaille inlassablement depuis des années. Et j'avoue que c'est l'une des chaînes phares de notre pays et je vous félicite pour le travail que vous faites et surtout pour l'effort que vous faites de donner la parole à tous les camps politiques. Je suis très content d'être là et honoré d'être là. Avant de donner mon appréciation sur la décision de façon globale, vous me permettrez de saluer avec beaucoup de respect tous les membres de mon parti politique, l'Union progressiste Le Renouveau, qui se trouve actuellement dans la cité de Kobourou et qui se trouve à la réunion de la direction exécutive nationale du parti. Et donc je salue tous les responsables de mon parti qui sont à Parakou et qui nous suivent certainement. Je voudrais leur souhaiter bon courage et que les meilleures décisions soient prises pour la vie du parti et dans l'intérêt général de notre peuple, le Bénin. Alors, Monsieur Aounou, je suis juriste de formation. Et normalement, lorsque une instance judiciaire a rendu une décision, nous ne commentons cette décision que dans les 4 murs d'un amphithéâtre. D'ailleurs, nous avons un exercice à la fac de droit qui consiste à faire ce qu'on appelle un commentaire d'arrêt. Et c'est une démarche méthodologique très connue et rigoureuse pour commenter un arrêt. Sauf que ici, dans l'arène politique, je voudrais dire que la Cour constitutionnelle, de façon globale, a apprécié les revendications qui ont été portées à son niveau et a jugé simplement que la plupart ou toutes les revendications n'avaient pas à entacher le processus de validation constitutionnelle. Mais quand je dis ça et que vous m'invitez à donner des explications à tout le peuple, je voudrais qu'on s'entende sur le statut de la Cour constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle n'est pas une juridiction judiciaire ordinaire. Et donc, les méthodes de la Cour constitutionnelle ne sont pas des méthodes ordinaires. La Cour a pour devoir de vérifier la conformité à la Constitution. Dans cet attelage, dans ce travail, je comprends qu'il y a beaucoup de réticences parce que c'est la Cour qui est garante de l'esprit et de la lettre de la Constitution. Et bien souvent, il faut reconnaître que la Cour s'intéresse beaucoup plus à l'esprit, dans l'intérêt supérieur du peuple, pour la préservation de la paix et pour que les institutions fonctionnent bien. Et ces éléments dont la Cour dispose ne sont pas toujours à la disposition de tout le monde et la Cour n'a pas pour mission d'exposer à la face du monde tout ce qui a pu conduire à sa décision. C'est pour ça que je dis que la Cour constitutionnelle, il faut encore la placer dans son statut. Ce n'est pas une juridiction ordinaire, c'est une juridiction constitutionnelle qui juge d'actes politiques, qui juge de faits politiques. Docteur, est-ce que la Cour a autre, instrument pour vérifier la conformité des lois qui sont votées, autre que le livre que nous connaissons là, puisque vous dites que la Cour a des éléments dont nous ne disposons pas toujours à notre niveau? Alors, le texte de la Constitution lui-même est la base de travail de la Cour. Mais il faut reconnaître que plusieurs juridictions, et d'ailleurs c'est le principe en droit, les juridictions se fondent également sur leur propre jurisprudence. Une jurisprudence qui peut, à l'occasion, évoluer. Mais cette jurisprudence évolue pourquoi? Ça évolue simplement parce que les peuples ne sont pas statiques. Les peuples dont on est en train de parler ne sont pas des peuples qui sont restés les mêmes pendant 10 ans ou pendant 20 ans. C'est des peuples qui ont évolué. Les contextes ont évolué. L'environnement a évolué. Et donc, le juge constitutionnel, bien que le texte soit resté le même, est bien obligé de tenir compte de plein d'autres paramètres en dehors de sa jurisprudence, en dehors des acteurs en présence, en dehors des intentions de chaque acteur et des forces en présence, en dehors des pesanteurs sociales, sociétales, en dehors de l'environnement juridique international. La Cour prend tout cela en considération. À chaque coup, c'est réalité? C'est ça, vous le dites? À chaque coup, non, la Cour est la même, mais les réalités dont la Cour connaît ne sont pas les mêmes. Les réalités ne sont pas les mêmes. Et donc, vous verrez que, par exemple, on a déjà vu une Cour revenir elle-même sur sa propre jurisprudence. Ce n'est pas parce que la Cour est revenue elle-même, la même composition est revenue sur sa propre jurisprudence. Ce n'est pas parce que la Cour est revenue sur sa propre jurisprudence qu'on va dire que la Cour n'a pas dit le droit. Mais la Cour tient compte d'éléments contextuels, d'éléments environnementaux pour rendre une décision. Mais rappelez-vous toujours que l'objectif de la Cour, c'est le respect des droits humains, c'est la préservation de la paix et c'est le bon fonctionnement des institutions de la République. Passons l'esprit de la Constitution, justement, parce que vous avez parlé des autres éléments qui peuvent influencer les motifs du juge constitutionnel dans ses décisions. Mais vous avez semblé, selon moi, banaliser le fait que la jurisprudence du juge constitutionnel est partie intégrante du bloc de constitutionnalité, donc un peu comme le texte fondamental de la Constitution. Les autres éléments n'influent pas le juge constitutionnel au point de faire un revirement jurisprudentiel sans pour autant faire cas, un peu comme c'est le cas dans la décision qui est objet de cette émission, sans faire cas de ce qu'elle a dit il n'y a pas longtemps sur un sujet précis. Oui, je vous comprends, je vous comprends parce qu'après, ça va être beaucoup plus intéressant lorsque nous allons rentrer dans des exemples précis.
Mais c'est vrai que c'est difficile à accepter qu'une Cour revienne sur sa propre jurisprudence. Je suis d'accord avec vous que la jurisprudence de la Cour fait partie du bloc de constitutionnalité. Mais la vérité, c'est que même la Constitution n'est pas statique. Même le test de la Constitution n'est pas statique. Nous pouvons faire évoluer le test de notre Constitution. La preuve est que notre Constitution a évolué. On n'est plus à l'étape de la Constitution de 90. Et il n'y a pas eu guerre civile. Ça veut dire que même le test de la Constitution peut évoluer. Et en attendant de faire évoluer le test de la Constitution, le juge est capable de donner de nouvelles orientations qui peuvent nous permettre de vivre en paix, de sauvegarder les droits des personnes et de garantir le bon fonctionnement des institutions. Revenons à ma toute première question. De façon globale, quelle lecture vous faites de la décision rendue par la Cour constitutionnelle sur les recours qui ont été formulés par les citoyens au lendemain du vote de cette loi à l'Assemblée? Je suis complètement en accord avec la Cour. C'est une déformation, peut-être professionnelle. Je ne commente pas les décisions de justice, mais ici, la Cour constitutionnelle est une juridiction spéciale et je pense que la Cour a dit le droit. Si c'est cette réponse que vous attendez, la Cour a dit le droit complètement. Et le raisonnement de la Cour tient la route. J'ai lu quelques raisonnements, quelques atteintes. Et je pense que dans la suite du débat, nous allons revenir en détail sur les aspects du raisonnement de la Cour quant aux griefs qui ont été portés contre ce texte. Et je voudrais qu'on y aille en précisant ces éléments pour que tout le monde puisse mieux nous comprendre. Ce qui a ouvert les débats jeudi dernier à la Cour constitutionnelle, à cette audience de mise en état et plénière des différents recours, c'est que les députés requérants du parti Les Démocrates ont commencé par dire au président de la Cour constitutionnelle et aux autres sages que le texte qui leur a été soumis par le président de la République pour contrôle de constitutionnalité n'est pas celui qui a été adopté à l'Assemblée nationale. Et il y a eu cette question dite préjudicielle pendant les débats, articles 37 et 42 du texte. Les députés Les Démocrates ont dit niet, ce n'est pas le cas. Cela a valu plusieurs suspensions successives pendant cette audience, mais en fin de compte, la Cour dit que cette question préalable est inopérante. Que doit-on comprendre quand on est dans la peau de ses opposants? Je suis très admiratif de la démarche de la Cour. Je suis très admiratif. Et c'est en cela que mon admiration vis-à-vis de cette Cour est totale, surtout au niveau de cette décision. Cette question soulevée par les députés n'était pas dans le débat de la Cour constitutionnelle. En fait, ce n'est pas devant la Cour constitutionnelle que vous venez corréler la copie du test. Ça ne relevait pas des prérogatives de la Cour. Parce qu'il y a un mode de saisine de la Cour et il y a un mode de transmission de la Cour. Ces questions-là, vous auriez dû les régler au sein de votre institution avant de venir. Dans tous les cas, c'est le test qui a été transmis à la Cour qui fait foi. C'est le test qui a été transmis à la Cour. D'une question préjudicielle. Oui, en fait, c'est pour ça que je dis que la Cour a fait preuve de grande compréhension et de grande magnanimité pour s'attarder sur cette question-là. Sinon, la Cour aurait pu dire simplement, s'il vous plaît, il y a un test qui m'a été transmis. J'étudie ce test-là. Et si ce n'est pas le test adopté par les députés, oui, des gens de la représentation nationale ne sont-ils pas en droit de dire, monsieur le président de la Cour, attention, c'est un piège, le document que vous avez en main n'est pas ce que la représentation nationale a adopté. Non, ce n'est pas à ce niveau-là qu'il faut le dire. Il faut laisser la Cour trancher sur le test qui lui a été transmis, quitte à vous de prouver plus tard que le test à base duquel la Cour a rendu sa décision n'était pas le bon. Et la Cour reviendra.
Voilà que vous attaquez les dispositions. Et si la Cour frappait de caducité, ou si dans le raisonnement, vous voyez que des dispositions que vous avez attaquées ne se retrouvaient pas dans le texte, vous vous battez contre le diable sans le voir. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. S'il y a sur le test sur lequel la Cour s'est prononcée, la Cour reviendra. Il n'y a pas de débat. C'est un peu lorsque il y a erreur sur la personne. Le juge vous juge, M. Cliquant, en pensant que vous êtes M. Kodjo. Et le juge vous condamne. Le lendemain, vous apportez la preuve au juge que vous n'êtes pas M. Kodjo, que vous êtes M. Cliquant. La décision tombe. Et le juge reprend. Donc, le juge constitutionnel, à cette occurrence, aurait pu dire aux députés, s'il vous plaît, s'il manque un article ou pas, à votre niveau, ça, c'est pas mon problème. Moi, le texte qui m'a été transmis, c'est là-dessus que je me prononce. Mais le juge n'a pas eu cette démarche. Le juge a eu une démarche de magnanimité. A dit, ok, on va voir, je vais vous faire copie du texte qu'on m'a donné. Je trouve que les juges sont formidables. Parce que le juge aurait pu dire non. Je tranche sur le texte qui m'a été transmis, quitte à vous plus tard de m'apporter la preuve que ce n'est pas le test qui a été voté et donc que ce n'est pas le bon test qui m'a été transmis. Tout juge reprend son travail en ce moment. Le test est authentique et la décision rendue par la Cour, pour vous, est bien normale. Jusqu'à ce qu'on me prouve que le test sur lequel le juge a tranché n'est pas le bon. Et il y a les moyens pour prouver cela. Les députés savent très bien que tous les débats sont enregistrés à l'Assemblée. Les députés savent très bien que dès que le test a été voté, il est transmis dans la messagerie. Le test voté est transmis dans la messagerie de tous les députés. Ils ont dit devant les sages de la Cour constitutionnelle que, à la demande d'Éric Ondete et de Nourenou Achali, au président de l'Assemblée nationale, copie ne leur a jamais été donnée de la dernière mouture du test adopté. Et c'était pour moi très honteux d'entendre des députés dire devant la Cour constitutionnelle que c'est sur la base des enregistrements télévisuels qu'ils ont dû former des recours. N'est-ce pas une honte pour notre institution parlementaire? Je pense que la honte est sur ceux qui font de telles allégations. Parce que la procédure parlementaire, alors j'ai bien peur que les députés dont vous évoquez les noms ne maîtrisent pas encore bien la procédure parlementaire. Oui, bien sûr. C'est un député qui a fait déjà... qui est un ancien du monde parlementaire et qui connaît bien les pratiques parlementaires. Oui, et qui apprend aujourd'hui. Et qui nous a prouvé dans le jeu politique qu'il est souvent de très mauvaise foi. On pourra revenir là-dessus. Si Éric Ondete est souvent de mauvaise foi, oui, vous avez tous été témoins ici lorsque vous avez l'intention. Hein. Non, je vais vous donner la preuve de ce que je dis. Parce que Éric Ondete, c'est un honorable député pour qui j'ai le plus grand respect. Je le connais depuis que je suis tout petit, à l'Institut Kilimanjaro. Donc j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais il démontre une facette aujourd'hui qui est complètement... Attendez, c'est pas lui qui a dit devant la télé de demander au chef de l'État que quelqu'un démissionne et qu'on nomme quelqu'un. Vous pensez que cette façon de réfléchir est une façon qui puisse construire un pays, ça? Mais c'est de la mauvaise foi, manifeste. Cela n'empêche pas le président de l'Assemblée nationale de lui donner copie d'une décision. Non, attendez. Il y a des procédures parlementaires. Est-ce qu'il revient au président de l'Assemblée nationale de donner une copie du test voté à un député? S'il vous plaît. Ça doit être accessible à tout le monde, non? Très bien. Alors, relis le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Lorsque le test est voté, il est mis à la disposition de tous les députés. Ce qui a été fait. Maintenant, la formalité, ils ne l'ont pas reçu. Ils ont clamé également que même le test amendé, ils n'en ont jamais eu copie et que quand le président, on a suivi ça à la télé, par contre, quand le président de la commission des lois lisait, ils n'avaient pas de support, eux, pour poursuivre la loi, qu'ils ont été complètement embrouillés. C'est honteux, mais c'est ce qu'ils ont dit. Est-ce que vous savez qu'ils ont participé aux travaux en commission? Et que le test ne vient jamais en plénière sans avoir été étudié en commission? Vous-même savez que les amendements en plénière pour cette loi ont été plus nombreux que ceux en commission. Ils ont travaillé, non, la plupart des amendements avaient déjà été évoqués en commission, ils ont participé. Et c'est d'ailleurs parce qu'ils ont pris connaissance de la plupart des amendements en commission qu'en plénière, ils ont voulu faire la politique de l'autruche. Et ils ont voulu tout rejeter en plénière. Et ils étaient dans une position de braquage en plénière. C'est parce qu'ils avaient connaissance des modifications en commission.
Alors, moi, je n'ai pas envie de m'attarder sur l'attitude des uns ou des autres. Ce qui m'intéresse, c'est la procédure. Vous savez, si nous ne respectons pas les procédures, nous n'allons jamais nous en sortir. Nous allons tout le temps nous tirer entre les pattes. Est-ce que la procédure parlementaire demande au président de l'Assemblée? Vous savez qu'il y a une commission, des sessions à l'Assemblée nationale. Il y a une commission des sessions. Et pour avoir travaillé dans une institution de la République, je sais très bien que c'est les membres de cette commission et de cette direction des sessions, c'est des fonctionnaires. Ils ne sont pas députés. Ils n'ont pas de couleur politique. Et ils savent que eux, dès que le test est voté, il y a un mode de transmission. Maintenant, les députés des démocrates voulaient peut-être poser un acte inédit. Si ce n'est pas dans les cordes du président de l'Assemblée de produire la copie d'un test à un député, je ne vois pas pourquoi le président de l'Assemblée le ferait. Et on ne le lui reprochera pas. Mais dans tous les cas, il y a un test qui a été transmis au président de la République pour promulgation. Je vais vous faire remarquer simplement que le président de la République aurait pu promulguer directement. Mais le président de la République a pris le soin de faire le contrôle a priori. Et donc, de transmettre ce test à la Cour constitutionnelle. Les députés, les démocrates, parce que c'est un braquet en plénière, n'ont pas pris le temps de s'occuper du test. Et s'ils viennent découvrir le test devant la Cour constitutionnelle, c'est leur faute. Ils n'auront qu'à se le reprocher. Et si, pour reprendre vos mots, honte il y a, c'est honte à eux. C'est eux qui n'ont pas bien fait leur travail de député à l'Assemblée. Parce qu'ils sont payés pour faire un travail. Ils sont payés pour suivre ce qui se passe à l'Assemblée. Ils sont payés pour veiller au gré sur les tests de loi. Comment ont-ils fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait de la mission que le peuple leur a confiée? Alors ils viennent jouer aux victimes après devant la Cour constitutionnelle. C'est inadmissible. C'est de l'irresponsabilité. Et moi je pense que ces choses-là, il faut les dénoncer publiquement. Un député s'occupe de son travail à l'Assemblée nationale. Il n'est pas là à rêver et après revenir devant la Cour constitutionnelle pour dire des choses qui ne tiennent pas la route et qui ne tiennent pas la route au niveau de la procédure. Docteur Kodjo, nous allons rentrer un peu dans le fond de la décision rendue par la Cour sur l'exécution de la décision qui a conduit, disons, à la relecture du code électoral. La décision, justement, invitait l'Assemblée nationale à modifier le code pour, d'une part, établir l'égalité de pouvoir de parrainer à l'égard de tous les bains et, d'autre part, rendre conforme à l'article 49 de la Constitution, un alinéa, l'alinéa 6 en l'occurrence, de l'article 142 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. Lorsque vous parcourez un peu les arguments, disons, brandis par la Cour, pour vous, est-ce que cela colle bien, puisque finalement d'autres députés ont dit que l'Assemblée nationale est allée au-delà de ce que la Cour a demandé? Oui, merci. Là également, nous sommes en présence de règles. Il y a un contexte dans lequel les députés à l'Assemblée nationale ne peuvent que se contenter des injonctions de la Cour. Ça, nous sommes dans un contexte de contrôle de constitutionnalité. Ça veut dire quoi? Que les députés votent une loi et ils soumettent, ou l'un d'entre eux soumet la loi au contrôle de constitutionnalité à la Cour constitutionnelle. Et là, la Cour constitutionnelle donne des instructions pour dire tel article n'est pas conforme, tel. Quand cette loi retourne à l'Assemblée, les députés sont obligés de rester strictement dans les injonctions de la Cour. Nous ne sommes pas à ce niveau. Et le cas actuel, c'est que c'est un citoyen qui a saisi la Cour pour dire qu'il y aurait un problème d'égalité au niveau du parrainage. Et la Cour dit, ok, je me saisis de la question et je demande aux députés d'aller régler cette question. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on est dans le contexte d'une relecture d'une loi. Et lorsque les députés reçoivent une loi pour relecture, ils ont la latitude de changer
tous les articles de cette loi-là. Ils peuvent réécrire une nouvelle loi. Ah oui. C'est ça la procédure. Et ces choses-là, il faut qu'on les connaisse. Parce que si on ne les connaît pas, on va intoxiquer les populations. On est dans le cadre d'une relecture. On n'est pas dans le cadre d'une mise en conformité. La Cour a encadré cela et a cité les articles qu'il faut relire pour régler le problème soulevé par ce citoyen. On aurait pu dire, relisez tout le code électoral. La Cour aurait pu le dire. Toutes les juridictions, qu'elles soient d'ordre constitutionnel ou pas, toutes les juridictions ont un principe qui consiste à se prononcer sur ce sur quoi porte la demande. Les juridictions n'ont pas pour ambition d'aller au-delà de ce qu'on leur demande. Et donc, la Cour s'est prononcée sur les éléments que ce citoyen a posés comme problème. Mais curieusement, il y a même des députés de la mouvance, l'honorable Arif Bako par Justement, exemple, qui dans sa question préjudicielle a fait un qui a développement. demandé. Est-ce que c'était à jeter à la poubelle pour autant, cet ordre de pensée? Non, ce n'est pas à jeter à la poubelle. L'honorable Arif Bako voulait juste qu'on lui précise que dans le contexte où on était, les députés avaient la latitude de relire la loi. C'est tout, il voulait juste qu'on lui précise Vous ça. comprenez mieux son idée que lui-même. Mais c'est tout ce qu'il voulait savoir. Et le président de l'Assemblée lui a expliqué qu'on est dans un contexte de relecture. On n'est pas dans un contexte d'une mise en conformité. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est pas de l'invention, c'est pas du charlatanisme. Alors sortons le règlement intérieur, sortons et nous allons voir. Et ce cas s'est déjà posé. Ce cas s'est déjà posé pour le code de la famille. Pour le code de la famille, le code avait été voté et on a demandé à l'Assemblée nationale de relire le code. En ce moment, l'Assemblée nationale est retournée sur plusieurs autres articles du code et a réglé les problèmes qu'il y avait. C'est juste l'opportunité de régler les problèmes qu'il y avait sur cette loi-là. C'est vrai que l'initiative aurait pu venir d'ailleurs, mais c'est venu de la Cour constitutionnelle et si jamais les députés rendaient une copie qui ne réglait pas le problème posé par la Cour constitutionnelle, là on aurait eu un problème. Mais ils ont réglé le problème posé par la Cour constitutionnelle, ils ont suivi à la lettre, ils ont fait en sorte que ce soit les députés actuels et les maires actuels qui parrainent pour les élections de 2026. C'était ça qui posait problème et donc ils ont réglé ça. Et la volonté que ce soit les députés actuels et les maires actuels, c'était aussi la position du groupe parlementaire, les démocrates. Ça a été réglé. Mais tout ce que nous disons, nous avons des tests et c'est les tests qui sont suivis. Si jamais la Cour constitutionnelle, si on était dans le cadre d'une mise en conformité, ben la Cour constitutionnelle aurait rejeté le travail des députés. Alors, ça, c'est pas un problème. C'est des choses qui existent. Tel qu'accouché aujourd'hui, est-ce que cette disposition pour régler la question de l'égalité est définitivement réglée, en fait, selon vous, est finie une fois de bon, pour qu'on ne revienne pas peut-être après l'avoir éprouvée en 2000 pour les prochaines les élections, en tout cas, qu'on ne revienne pas pour nous dire, bon, ça n'a pas marché, il faudrait qu'on retourne à l'Assemblée pour revoir encore, pour voir est-ce que l'horizon est définitivement éclairci. Je pense que l'horizon est définitivement éclairci. Mais l'horizon aurait été mieux éclairci si la modification de la Constitution était passée. Bon. Mais nous n'allons pas visiblement nous n'allons pas pleurer sur le lait renversé. Mais si la modification de la Constitution était passée, ce problème aurait été complètement réglé. Aujourd'hui, les dispositions de la Constitution qui concernent cette élection précise de 2026 sont des dispositions transitoires. Avec le code électoral, on va passer le cap de 2026 et tout reviendra à la normale comme la Constitution le dit dans ses autres dispositions. Très bien. Ce problème a été réglé aujourd'hui avec les délais qui ont été mis dans la nouvelle version du code électoral. Les parrainages doivent venir 60 jours avant, la liste doit être, les dépôts de candidature doivent être faits 180 jours avant pour les présidentielles, ça doit être fait 90 jours pour les législatives. Si nous respectons ces délais,
le problème est définitivement réglé. Parce que si vous computez bien les délais, vous vous rendrez compte que le dépôt de candidature pour les législatives se déroulera déjà, je crois, en octobre 2025. Et le dépôt de candidature pour la présidentielle dès janvier ou décembre, et les dépôts de candidature doivent être finis pour les élections présidentielles. Ce qui veut dire que c'est les maires actuels et c'est les députés actuels qui vont parrainer. Et je pense que le problème que la Cour voulait régler a été bien réglé. Maintenant, nos amis les démocrates ont estimé que le parrainage... oui, j'en venais, hein. Jacques Richard Kodjo. Vous avez dit que ce n'est pas du charlatanisme qu'un député utilise ou que l'Assemblée nationale fasse usage de son droit de législateur. Mais là où on voit du charlatanisme, c'est le raisonnement de la Cour constitutionnelle sur la question du parrainage. Là, tout au moins, tous les Béninois avaient, bon, sinon, beaucoup d'observateurs de la vie politique avaient retenu leur souffle. On s'attendait à ce que, avec les arguments, les moyens de droit des différentes requêtes devant la Cour constitutionnelle, que le juge constitutionnel soit de raisonnement plus pointu sur la question du parrainage. Je tombe des nues quand j'entends ce type de raisonnement. Je tombe complètement des nues. Je voudrais vous rappeler simplement que les avocats des démocrates, lorsqu'ils ont pris connaissance du rapport du rapporteur à la Cour constitutionnelle, ont dit que c'était un bon rapport. Non, vous savez, ce sont des formules, je les ai suivies. Vous parlez précisément de Maître Fabé qui a dit c'est un rapport pertinent pour cajoler un peu la Cour, pour pas respect à la Cour, comme les avocats en ont l'habitude d'attaquer. L'ironie. Donc je ne sais pas si c'est de l'ironie, mais je sais, pour les petites pratiques que j'essaie des prétoires, les avocats ont cette petite habitude, quand ils veulent vraiment attaquer le juge ou le procureur dans ses réquisitions, ils aiment cajoler un peu avant de passer à la vitesse supérieure. Donc je souhaite que acte vous soit donné, M. Cliquant. On n'est pas vous avez dit que Maître Fabé faisait de l'ironie. Alors, non, de façon plus sérieuse, je voudrais simplement que nous rappelions à nos concitoyens le contexte dans lequel ces modifications ont été mises. Si nous ne faisons pas un petit rappel historique et que nos concitoyens rentrent dans le débat, ils ne comprennent pas pourquoi. Pourquoi ces modifications ont été voulues? Ces modifications ont été voulues simplement parce que pendant 30 ans de démocratie, nos différents chefs d'État s'étaient lassés de la façon dont fonctionnait notre multipartisme intégral. Qu'ils vous souviennent que le président Mathieu Kérékou parlait déjà d'intellectuels tarés, parce qu'à un moment donné, il ne comprenait pas les options politiques. Le président Soglo également a été complètement choqué lorsque, par les jeux politiques, il était titillé, on ne lui permettait pas d'avancer. Et on a ridiculisé son appel à la rivière lorsqu'il a demandé à tout le monde de venir à la rivière et tout. Mais tous ceux qui sont venus à la rivière lui ont créé encore d'autres problèmes. Le président Yahi Boni, lui, sa formule est connue, démocratie Nescafé. C'est parce qu'il en avait marre. À un moment donné, il ne comprenait pas que lui qui voulait du bien pour ce peuple, que ce soit l'élite qui l'empêche de faire du bien pour ce peuple. Quelle était la configuration avant 2016? Quelqu'un réussissait à se faire élire député, un seul siège, on connaît les exemples, Réseau Atao, l'honorable Atao Romero, seul élu de son parti politique, on se débrouille pour être le seul élu de son parti politique, on va à l'Assemblée, un parti à 2 élus, un autre à 3, un autre à 4, un autre à 5, et le jeu de couloir commence pour l'élection du bureau de l'Assemblée. Vous voyez des alliances contre nature qui se font et beaucoup d'argent circule et c'est compliqué, ça donne un casse-tête pour tout le monde et finalement on met un bureau sur pied. Alors, ces intrigues, un autre exemple, c'est le maire Oussou Dédé à Calavi. Au moment où Oussou Dédé était maire de Calavi, ils étaient 2 socialistes. Alors que la RB avait, je ne sais plus combien, 11 conseillers, FCBE avait 9 ou 10 conseillers, c'est M. Dédé qui devient maire. Et le socialiste, il n'était que 2, les 2 étaient des patrices d'ailleurs. Alors, comment est-ce que vous voulez qu'on puisse diriger le pays alors que le peuple a donné ses voix à la RB et a donné ses voix au FCBE, mais finalement c'est un parti inconnu qui n'est connu que de Calavi, et c'est ce parti qui dirige la commune.
En fait, l'élite politique se moquait du peuple. L'élite politique ne tenait pas compte des aspirations du peuple. Et ça nous a menés dans une gestion hasardeuse. Oui, mais le pouvoir. contexte la situation que vous semblez peindre totalement en noir, ça n'a pas fait tomber le ciel sur la tête des Béninois. Ça a permis quand même de faire de petits pas et ça a permis l'éclosion, disons, de la liberté en politique. Le jeu politique se faisait de façon plus ou moins libre. Je vais revenir sur la liberté, mais je voudrais simplement reconnaître que M. Aoulou dit que la démocratie Nescafé lui plaisait bien alors. J'ai pas dit ça. Donc on n'a qu'à retourner à la démocratie Nescafé. Vous avez cité plusieurs exemples. Pourquoi vous... Mais je vous dis simplement que, en fait, si les chefs, les responsables, les premiers responsables de notre pays en arrivaient à sortir des choses comme ça, c'est qu'il y avait des freins communautaires. Et il fallait qu'on règle ces problèmes-là. Vous savez que le président Patrice Talon dit qu'il souhaite que ce ne soit plus un homme providentiel qui dirige notre pays. Parce que quand c'est un homme providentiel, quelqu'un qu'on va sortir de nulle part, qui se met à diriger, c'est lui seul qui dirige. Mais lui, par exemple, il connaissait bien le monde politique, même quand il n'était pas, même s'il n'était pas au cœur. On sait que Patrice Talon, il a dit au cours d'un entretien qu'il était déjà dans la chose politique bien avant d'être président. Mais c'est bien la chance que nous avons eue, ouais. Heureusement, parce que ça nous permet aujourd'hui d'avancer. Et ça nous permet aujourd'hui d'avoir un code électoral de si bonne facture. Ça nous permet aujourd'hui ce code électoral au niveau du parrainage, s'il vous plaît, puisqu'on parlait du parrainage. Justement, c'est là que nous attend. Au niveau du parrainage, qu'est-ce qui se passait? Le parrainage ici, on le laisse continuer. Vous savez, c'est vous qui l'avez amené, hein? C'est votre réforme qui. Oui, bien sûr. Ben, je l'assume complètement, hein, rassurez-vous. Alors vous n'avez aucune idée de l'ingéniosité du Béninois lorsqu'il s'agit de contourner la loi. Et il y a d'ailleurs un exemple là, actuel. Il y a quelqu'un qui demande aux députés, les démocrates, de démissionner tous de l'Assemblée nationale. Le législateur, en prévoyant que lorsque le 1/5 des députés et l'Assemblée va être amputée de 1/5 des députés, il faut reprendre les élections, le législateur ne pensait pas à ce cas de figure. Le législateur pensait au cas de catastrophe, au cas de grandes pandémies, et des situations qui arrivent. Et finalement, il y a près de 1/5 des députés qui ne siègent plus. Et quand vous parlez d'1/5, c'est les titulaires et les suppléants. Donc, le titulaire, par exemple, je ne souhaite pas, pour une raison ou pour une autre, on ne va pas s'entendre sur la question de Nouroudine Sakassade. Je vous prie plutôt, parce que sur la question du parrainage, je vais attendre le plus. Non, je reviens sur le parrainage. Oui. Le parrainage tel qu'il est constitué aujourd'hui, sauvegarde le parti, les démocrates. Rappelez-vous, quand il s'était agi de voter pour la modification de la Constitution, les démocrates craignaient, en tout cas le président Yahi Boni craignait que certains de ces députés soient débauchés. On l'a aidé, on a réglé cette question-là. Aucun député, les démocrates, aujourd'hui en l'État, ne peut plus être débauché pour le parrainage. On demande simplement que l'esprit du parrainage soit conforme à l'esprit de la réforme du système partisan qui a été entreprise depuis 2016. Pour que ce soit de grands regroupements. On demande simplement que lorsque vous voulez parrainer, que vous soyez en accord avec votre parti politique. Et les gens crient à l'encadrement de la liberté du député, que le député n'est plus libre. Mais il n'y a aucune liberté, est-ce nulle part sur la terre. Toute liberté est toujours encadrée. Le député, en s'inscrivant dans un parti politique, était libre. Et il a fait un choix libre. Ensuite, lorsqu'il lève la main pour dire « je veux être député de mon parti », il fait également un choix libre. Et après on lui dit « ok, quand tu as fait ça, tu restes dans la même ligne que ton parti politique. Jusqu'au bout. » Simplement pour que nous puissions clarifier le jeu politique. Il n'est pas intéressant que je sois élu pour un parti de l'opposition, donc que j'ai eu les voix de mes concitoyens pour aller faire l'opposition à l'Assemblée,
Et lorsqu'il s'agit de parrainer, au nom d'une certaine liberté, je décide de parrainer quelqu'un qui soit de la mouvance. Oui, Cette mouvance... chemin faisant, les objectifs peuvent changer, non? Et donc, ce n'est pas individuel. C'est pourquoi vous avez adhéré à un parti rouge, par exemple. Cela ne se fait plus à votre convenance. Vous pouvez décider de partir. Vous démissionnez du parti. Vous démissionnez du parti et vous démissionnez du poste électif que vous avez eu. Parce que vous vous êtes rendu compte que vos aspirations ne correspondent plus à la situation. Vous démissionnez. Docteur Kodjo, par le but visé, vous êtes en train de parler d'une question théorique qui pour moi est très essentielle. Vous dites que, d'abord, c'est la première fois que la Cour le dit, que la liberté de parrainer doit être encadrée. Le juge dit que la liberté n'est pas arrachée aux députés, mais qu'en réalité, la loi fixe maintenant les conditions de la liberté du député à parrainer ou du maire à parrainer. Le juge constitutionnel raisonne par la charte des partis politiques. Le juge constitutionnel raisonne par la loi, raisonne par le système partisan. Alors que vous et moi, nous étions entendus en début de cette émission que ce soit la Constitution et son esprit qui guident la réflexion du juge. Quelle magie! Non. En fait, je pense que votre lecture n'est pas dépourvue d'intérêt. Et c'est d'ailleurs la lecture de tous ceux qui sont un peu froissés. Je comprends. Cette lecture n'est pas dépourvue d'intérêt. Mais le problème, c'est que le juge constitutionnel se réfère à la Constitution. Qu'est-ce que la Constitution a dit? La Constitution dit que les conditions pour avoir part au partage des sièges sont posées par la loi. C'est ça que la Constitution a dit. Que les conditions pour avoir part au partage sont posées par la loi. Et la Constitution dit des critères nationaux. Alors, dans une première version du Code électoral, nous avions dit 10% au plan national. Mais à l'œuvre, on se rend compte que 10% au plan national, c'est très bien. D'ailleurs, il y a plein de partis qui n'ont pas pu réunir les 10% au plan national. Mais on s'est rendu compte que avoir 10% au plan national peut vous être fourni par 2 ou 3 circonscriptions électorales sur les 24. Or, nous aspirons à des partis politiques forts, à des partis politiques implantés dans chaque région de notre pays. Ça, c'est la loi, pas la Constitution. La Constitution parle toujours encore de démocratie pluraliste, de multipartisme intégral. Ça, c'est la loi qui le dit, c'est une réforme qui le dit. Ou la Constitution. J'ai fini avec la Constitution. Et avec le juge constitutionnel. J'ai fini avec la Constitution qui demande que les critères soient fixés par la loi. Et si cette loi embrigade les libertés individuelles, et si cette loi, vous et moi, nous nous entendrons, nous conviendrons ensemble que là où la loi ne précise pas, on ne précise pas, dit-on, c'est un gros dicton juridique. Si la Constitution ne demande pas que le critère à fixer soit départagé par circonscription électorale, et que le juge constitutionnel veut dire maintenant que tant que le même nombre, le même seuil est posé dans toutes les circonscriptions électorales, c'est que c'est national, quand même, juridiquement, on se pose beaucoup de questions. Non, on se pose beaucoup de questions parce qu'on n'a pas envie de comprendre. Ah bon? Et c'est difficile d'expliquer aux gens qui ne veulent pas comprendre. La Constitution a dit qu'il faut poser des critères nationaux pour avoir part au partage. Et entre la Constitution et la loi, vous dites que la loi, là où la loi n'a pas dit, il ne faut pas dire, ça c'est au niveau de la loi. Mais la Constitution ne peut pas régler toutes les questions. La Constitution règle des questions d'ordre général. Mais la loi vient préciser les modalités. Et l'une des modalités de la loi, c'est de recueillir 20% dans chaque circonscription électorale pour que nos partis politiques, il peut y avoir 10 partis politiques. Nous pouvons avoir 10 partis politiques. Nous pouvons avoir 10 partis politiques dans notre pays. Nous pouvons en avoir 50. Pas de problème. Mais on dit que pour avoir part au partage des sièges, il faut avoir 20% dans chaque circonscription électorale. Monsieur Cléquin, retournez au chiffre de la Sénat. Vous trouverez difficilement un parti politique à ce jour qui est 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Ça vous dit que ceux-là même qui ont voté le test, ils se mettent la corde au cou. Ceux-là même qui ont voté le test, ils se sont mis la corde au cou.
vous trouverez difficilement un parti politique. Mon parti politique n'a pas fait 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Pourquoi on s'efforce à instaurer une telle pratique? Simplement, c'est pour dire qu'on ne légifère pas pour soi. On légifère pour le bien du peuple. On légifère pour le bien du peuple. Cet émiettement des partis politiques dans un pays de 12 millions d'habitants ne nous permettait pas d'avancer. Et donc, nous-mêmes qui votons le test, savons qu'à ce jour, nous ne remplissons pas le critère. Vous avez lu le communiqué de mon parti politique? Mon parti politique dit, nous prenons acte de la décision de la Cour constitutionnelle et nous invitons chaque militant à retourner sur le terrain pour batailler maintenant, pour que nous puissions avoir... Vous qui avez voté, c'est tout facile pour vous de dire ça. Oui, mais je vous dis qu'en l'état, ni le BN, ni l'Union progressiste sur le renouveau n'avaient réuni aux élections passées 20% dans chaque circonscription électorale. C'est vous dire le niveau de responsabilité de ceux qui ont voté cette loi. Parrainage. Si un seul député, et ça ils l'ont dit devant la Cour constitutionnelle, les députés, ils ont dit, si un seul député démocrate refuse de parrainer le candidat du parti Les Démocrates, et que par extraordinaire, ils n'avaient pas à leur côté la force Cori pour un Bénin émergent avec ses maires pour parrainer le candidat, ils auraient toutes les chances peut-être d'avoir un candidat, mais ils n'en auront pas pour 2026. Là, nous avons un gros souci. Là, nous avons un gros souci de militantisme au niveau du parti. Et nous avons un gros souci de casting de ceux que nous proposons à l'élection. Vous savez comment on décourage les gens? Vous savez comment on fait faire des effets aux gens en politique au Bénin, ça? À moins que vous soyez allé ramasser des gens qui n'ont aucune conviction et que vous les ayez fait élire. Mais là, vous êtes responsable. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. J'estime que si un parti politique désigne M. Aounou pour être candidat, c'est parce que le parti politique connaît M. Aounou, connaît son niveau d'engagement et sait que c'est un homme responsable. Mais attendez, c'est responsable ça? Je suis élu, on me dit de parrainer et je dis non, je ne veux pas parrainer. Parce que je ne suis pas d'accord avec le choix qui est fait. Mais c'est de l'irresponsabilité. Simplement parce que on ne peut pas toujours être d'accord avec le choix que le groupe fait. Les partis politiques ont un mode de désignation. Donc le parti, les démocrates, va suivre sa procédure interne pour désigner son candidat. Mais il faut bien discipliner les gens, que les gens puissent suivre les mouvements de groupe. Pourquoi vous pensez que vous êtes au-dessus, que vous connaissez mieux que les instances de votre parti? Mais ça, c'est des choses à décourager complètement. Comment vous pouvez prétendre être plus intelligent que les instances de votre parti qui a dévié A et vous vous dites non, que c'est B qui doit faire le travail? Vous êtes qui? Docteur Kodjo. C'est autant de choses qu'il faut que nous découragions dans la vie politique. Un seul individu ne peut pas penser qu'il est plus intelligent que le groupe politique dans lequel il est. Mais le groupe politique peut être plus intelligent que la masse. Le groupe politique ne se prétend pas plus intelligent que la masse. Et je vais vous faire la théorie de la masse. Les communistes nous ont déjà longuement fait la théorie de la masse. On sait quel est le quotient intellectuel quand plusieurs individus sont regroupés. Ça, c'est des choses qui sont connues. Mais nous n'allons pas revenir là-dessus. Mais nous allons revenir sur le fait que nous avons des attitudes attentatoires à la vie politique. Un mouvement politique, c'est un mouvement de groupe. Je ne peux pas avoir accepté d'adhérer à un groupe et ensuite de ne pas respecter les règles. Ça là, si jamais un député démocrate le fait, franchement, les démocrates n'auront que les yeux. D'accord. Docteur Kodjo, tenant compte des réalités sociopolitiques de notre pays, telle que la politique a été faite depuis, disons, le point européen, depuis 1990 à nos jours, quelles sont pour vous les implications d'une telle disposition? Qu'est-ce que ça va générer sur le terrain politique, à votre avis? D'accord, merci infiniment. Et alors, après la promulgation, après la mise en conformité par la Cour constitutionnelle, le président de la République a la latitude maintenant de promulguer cette loi. Et cette loi devient exécutoire pour tous, sans exception. Ceux qui l'ont voté, ceux qui ne l'ont pas voté. Alors, quelle est la première implication que nous avons? La première implication
j'en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est la formation des grands groupes politiques dans notre pays. Nous sommes simplement ambitieux. Nous voulons faire un peu comme les pays où ça marche autour de nous, comme le Nigeria, comme le Ghana. Vous savez, quand quelqu'un est candidat à l'élection présidentielle d'un parti au Ghana ou au Nigeria, on ne nous dit pas c'est un parti du Nord ou c'est un parti du Sud. C'est des partis qui sont implantés sur tout le territoire. Nous avons un très bel exemple également, c'est l'Afrique du Sud. Vous voyez l'ANC qui est au pouvoir depuis bientôt, je ne sais plus, 30 ans, mais l'ANC, c'est l'ANC qui dirige. On ne sait pas si l'ANC est du Sud, de l'Est ou de l'Ouest. Voilà les ambitions que nous avons. Ça permet à l'ANC de régler ces problèmes. Vous avez vu que l'ANC a même enlevé un président de la République et l'a remplacé parce qu'on lui reprochait des choses. C'est à ça que nous aspirons, pour que notre pays soit dirigé par un parti politique, un groupe qui colmate les brèches à l'intérieur. Parce que quand c'est un seul individu, on peut se tromper. Voilà la première implication, les grands groupes politiques. Deuxième implication, nous allons éviter la transhumance politique. Évidemment, je ne vais pas vous faire l'historique de la transhumance politique et de tous les dégâts que ça a eu. Donc aujourd'hui, un député ou un maire élu au sein d'un parti politique ne peut plus faire à sa tête. Et ça, c'est important de le dire. Parce que les choses dont ils s'occupent sont si sérieux qu'on ne peut pas leur permettre de faire à leur tête. Il faut qu'ils rentrent dans le mouvement du groupe pour que ça puisse aller. L'autre élément que nous avons, c'est que nous n'aurons plus un homme providentiel à la tête de notre pays. C'est-à-dire que quelqu'un qui sort à un an des élections, et puis tout le monde le plébiscite, et on vote pour lui, pas dépit pour les autres, non. Et si au sein des partis, ce sont de grosses voix, des voix qui portent des gens influents, qui ne sont pas forcément des acteurs politiques convaincus. Il peut arriver qu'on ait des gens comme ça, non désignés par le parti? Formidable. C'est le parti qui l'aura désigné. Et c'est le parti qui l'aura porté. Bien qu'il n'ait pas de casquette politique. Oui, c'est prévu. Mais là, ça règle vraiment le problème. Non, ça règle le problème. Le test le permet. Ça règle le problème. Monsieur Aounou n'a jamais été inscrit au niveau du parti l'Union progressiste, le renouveau. Mais en faisant notre casting, nous nous sommes rendus compte que c'est monsieur Aounou qui peut porter nos idéaux. Que vous, politiques, êtes tous incapables. Non, ce n'est pas qu'on est tous incapables, mais qu'on pense que lui, il peut mieux faire le travail. Et je vais vous donner un exemple. Vous savez, aux États-Unis, lorsque le président change de camp, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le président a la charge de nommer 6 000 fonctionnaires. Ça veut dire que ce soit, lorsque un démocrate est au pouvoir et qu'un républicain arrive, on dit que le président va changer 6 000 fonctionnaires. Pour dire quoi? Qu'en réalité, un chef d'État ne dirige pas seul. C'est un groupe qui est autour de lui qui permet de diriger. Et donc, quand nous allons placer M. Aounou comme candidat demain... Là, vous citez beaucoup M. Aounou comme candidat. Et que nous allons faire en sorte qu'il gagne les élections. Il se rappellera qu'il n'est pas venu là par hasard et qu'il n'est pas venu là par sa propre force. C'est très important. Mais s'il prend vite la grosse tête et qu'il veut se départir du parti, vous allez voir, le parti n'aura qu'à sceller ce système autour de lui et très vite, il va tomber comme un fruit mûr. Quel parti peut quoi contre un président de la République du Bénin, tel qu'on les connaît, tel qu'on les déifie, tel qu'on les magnifie à la gloire de Dieu le Père, dans les discours politiques et dans toutes les rues? C'est les anciens présidents de la République. C'est ça que vous avez, vous et moi. Monsieur Cliquant, c'est ce schéma que nous avons. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous résistons à la nouveauté. En fait, nous avons un vieux schéma, vous et moi. Nous n'avons connu que ça. Le président tout-puissant, providentiel, qui sort, c'est lui seul et tout. Attends, c'est ça que nous connaissons. Une fois qu'il est élu, tel que les choses se passent aujourd'hui, les lois que nous avons, le président dans le contexte béninois a de super pouvoirs.
oui, les super pouvoirs que nous avons conférés à notre président de la République, c'était pour régler nos problèmes. Hein. J'ai entendu un scientifique dire qu'on a donné trop de pouvoir. Non, c'est même un prêtre qui dit qu'on a donné trop de pouvoir au président de la République. Ah, c'est pas nouveau. Dans les chapelles de fac de droit et de sciences politiques, ça se disait il y a longtemps. Mais si on ne l'avait pas fait, on n'aurait pas eu la stabilité politique qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui. En fait, c'était intéressant. Il est temps aussi de revoir cela. C'est possible. Mais nous sommes une nation en construction. Je souhaite simplement que mes concitoyens et moi, nous acceptions de construire notre nation étape par étape. Et que nos concitoyens et moi, nous acceptions parfois de nous tromper dans les choix que nous faisons, de nous relever pour que notre nation se construise. J'ai envie de vous demander quelles sont les chances de survie de ces réformes, de ces dispositions, si par exemple demain, le pouvoir changeait de camp. Si les démocrates, par exemple, prenaient le pouvoir, vu leur position aujourd'hui, est-ce que ces dispositions-là ne seront pas revues? On va renvoyer peut-être la copie à l'Assemblée, d'autres lois seront prises pour changer tout ça. Bon, vous comprendrez que je ne suis pas un prophète pour prophétiser sur ce qui arrivera. Il y a des gens mais je vais vous dire, je vais répondre à votre question. Les démocrates dont vous parlez là, les responsables démocrates dont vous parlez là, oui. On les connaît. Hein? C'est les mêmes qui en 2018 ici ont dit qu'ils n'iront pas aux élections avec l'ancien code électoral. En 2023, on n'a pas changé un mot de ce code, ils sont venus aux élections. C'est pour dire que c'est des gens qu'on connaît. C'est des gens qui affirment des choses aujourd'hui et qui sont incapables de tenir sur la route. C'est des gens qui nous ont prouvé qu'ils ne sont même pas des responsables. En 2018, on avait un autre code et vous savez, tout ce qu'il y avait eu comme barrière entre-temps pour le législatif de 2019, les fautes mineures et majeures, les certificats de conformité qui n'existaient pas. Mais c'est le même code. On ne va pas refaire. Mais c'est le même code. Le code ne va pas changer. C'est le même code. Le code en question a été adopté en novembre 2019 après la révision de la Constitution. Au législatif d'avril 2019, ce code n'existait pas, c'était plutôt le code de 2018. Oui. D'accord. Mais après ça, il y a eu des élections. Parce qu'on a fait des élections, les élections législatives après. On a eu une élection en 2018, on a eu une autre élection en 2019. Rappelez-vous très bien. Il n'y a pas eu d'élection en 2018. Ce que je vous faisais constater, c'est que c'est vrai qu'ils ont décrié cette réforme, mais ce n'est pas elle qui les avait empêchés, cette réforme-ci, en fait, disposition qui les avait empêchés lors des législatives de 2019, et ces réformes-ci, ils les ont décriées de toutes pièces, mais ont accédé aux prescriptions pour aller aux élections de 2021, pour tenter d'aller aux élections de 2021 et ensuite de 2023. Je pense qu'ils auraient dû vous mettre parmi leurs avocats avant-hier. Pas du tout. Parce que vous les défendez très bien. Moi, ce que je voudrais retirer, d'accord. Ok. Mais ce que je retiens, c'est qu'ils ont décrié, ces mêmes responsables ont décrié ce code, mais après ils se sont mis sous ce code pour avoir 28 députés. Et pour avoir 28 députés, il n'avait personne à la Cour constitutionnelle. Pour avoir 28 députés, il n'avait personne à la Sénat. Mais ils finissent d'avoir 28 députés, et ils disent qu'il leur faut quelqu'un à la Sénat et qu'il leur faut quelqu'un à la Cour constitutionnelle. C'est des gens qu'on connaît. D'accord. Lorsqu'ils viendront au pouvoir, vous serez surpris de voir que ce sont eux qui sauvegarderont les réformes du jour. Parce que ça va les aider. On verra bien. Vous avez refusé d'être prophète, mais là, je sens que vous prophétisez un peu. Alors, un mot sur la question de l'accord sur l'accord de gouvernance. J'ai envie de vous écouter parce que certains pensent que c'est des jeux de mots. On n'a pas changé coalition, alliance de partis et tout. Qu'est-ce qu'on doit y comprendre réellement? D'accord, de façon très simple. Oui. Les coalitions et alliances de partis se faisaient avant pour déposer une liste. Et cela correspondait très bien à la configuration politique de notre pays. Oui. Moi, je suis très populaire chez moi, à Lokossa, dans le Mono. M. Cliquant est très populaire chez lui à Abomey. M. Aoumou est très populaire chez lui à Ouida. Nous nous mettons ensemble, nous mettons nos trois partis politiques ensemble pour déposer une liste unique. Et là, moi, je suis élu à Lokossa, lui, il est élu. Voilà. C'est ça, les alliances. Et les alliances déposaient une liste unique. L'accord de gouvernance n'accepte pas ça. Chacun dépose sa liste. Chacun dépose sa liste. Mais en déposant chacun de vous et moi, en déposant notre liste, avant l'élection,
nous disons à la Sénat, il y a un accord de gouvernance entre M. Cliquin et moi si nous réussissons aux élections. Nous déposons avant l'élection. Et donc la Sénat, en faisant le décompte de voix, se rend compte que ni mon parti, ni son parti n'ont eu les 20% dans chaque circonscription électorale. La Sénat dit OK. Maintenant, je vais aller voir s'ils ont eu au moins 10% chacun. S'ils ont eu 10% chacun... Plan national. Oui, non. Oui, s'ils ont eu 10% chacun au plan national et qu'ils ont un accord, ils viendront au partage des sièges. Voilà ce que c'est que l'accord de gouvernance. Et vous comprendrez, lorsqu'on explique l'accord de gouvernance, vous comprendrez ce que j'ai dit tout à l'heure, que très peu ou aucun parti politique au Bénin n'avait encore réussi à avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Quelle est la porte qui s'ouvre aux démocrates? Les démocrates, qui d'ailleurs, nous sommes heureux que la FCBE s'allie aujourd'hui aux démocrates et que les démocrates les reconnaissent comme étant partie de l'opposition. Dans cette figure, cette image, vous ne craignez pas? Non, non, pas du tout. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas qu'il y ait démocrates, qu'il y ait FCBE, qu'il y ait MFN, machin. Je veux parler du travail sur le terrain. Ils n'ont qu'à se mettre ensemble et chacun dépose sa liste et il fait un accord de gouvernance qu'il dépose à la Sénat. Ils pourront facilement rafler tous les sièges de l'Assemblée nationale. Je pense qu'ils pourront même avoir les 109 sièges. S'ils sont aussi... S'ils sont le souhait de louper le renouveau? Non, en fait, c'est les gens qui disent qu'ils défendent le peuple est opprimé, machin et tout. Donc ils sont proches du peuple. Donc le peuple va les plébisciter. Ils n'auront qu'à s'entendre. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout. L'accord de gouvernance, c'est ça. On nous offre une porte de sortie. On a conscience que les 20% dans chaque circonscription électorale, ça va être difficile à obtenir. Et pourtant, on a exigé ça. Oui, parce qu'on veut le meilleur. Monsieur Cliquin, lorsque vous tapez votre enfant parce qu'il s'est mal comporté, ce n'est pas parce que vous ne l'aimez pas. Mais c'est parce que vous voulez qu'il s'élève. C'est parce que vous voulez qu'il devienne meilleur. Nous rêvons d'un Bénin meilleur, d'un Bénin d'une vie politique meilleure. C'est pour ça que nous-mêmes, nous avons conscience que les règles que nous posons sont dures pour nous, mais nous les posons quand même. D'accord. Et pourquoi vous faites le feu de tout bois? Tout ce que nous demandons, nous demandons. Oui, on l'a fait parce que nous portons tous ceux qui font de tout bois, nous les portons ici dans ce studio pour bien expliquer. Mais je voudrais que vous l'expliquiez que... Non, nous c'est ça qu'il a expliqué. Ah d'accord. Ok, merci, mais bon... Alors, vous avez autre chose à expliquer avant la fin de parce que nous sommes dans les dernières secondes. Non, j'ai juste à dire merci pour cette opportunité que vous nous donnez. Et vraiment, je voudrais qu'on comprenne, c'est juste que nous aspirons à quelque chose de grand pour notre pays. C'est tout. Ce n'est pas pour exclure A ou B. C'est juste ça. Et je viens de vous prouver que nous-mêmes qui avons voté ces tests, nous avons conscience que ça nous demande beaucoup de travail. Et quand les groupes sont grands, ils ont du mal à fonctionner. Et donc, nous avons deux grands groupes, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Alors, c'est difficile, ça fait de grosses machines. Ça veut dire que nous nous sommes mis la pression supplémentaire nous-mêmes pour offrir au peuple béninois une vie politique. Docteur Jacques Richard Kodjor, il est acteur politique, membre du bureau politique de l'UP Le Renouveau, l'un des partis soutenant les assauts du chef de l'État. Il était sur Zone Franche ce dimanche pour monnayer, pour décortiquer un peu la décision rendue par les 7 sages de la Cour constitutionnelle sur le code électoral. Mesdames et messieurs, nos axes de discussion tournent autour de cette décision, mais également autour des implications politiques de ce code qui a été modifié, validé par la Cour constitutionnelle. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci à William Cliquin qui m'a accompagné sur cette émission et à très bientôt.